Journée internationale des réfugiés. Que fait Genève pour la prise en charge médicale de ces personnes? Suite de notre discussion avec Mauro Poggia, conseiller d'État en charge notamment de la santé, de la sécurité de la population, Ariane Merkelbach, directrice de l'aide aux migrants au sein de l'Hospice Général, Alain Colli, directeur adjoint au HUG, Sophie Durieux, responsable du programme Santé Migrants depuis près de 20 ans, et Dr Natacha Proman, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, médecin adjointe au service de psychiatrie adulte des HUG, responsable du pôle de psychiatrie transculturelle. L'actualité qui nous occupe en ce moment, c'est la guerre. Ce sont les guerres, Afghanistan, Ukraine, les migrations africaines qui vont être peut-être même accentuées avec la crise alimentaire qui est là et qui risque de se renforcer ces prochains mois. Parlons peut-être de la guerre. Madame Merkelbach, est-ce qu'il y a une approche au-delà du volume, vous parliez d'un volume important de personnes réfugiées et migrantes. Au-delà du volume, est-ce qu'il y a une approche particulière liée à la guerre? À ce stade, on n'a pas forcément une approche particulière liée à la guerre, si ce n'est justement toute cette partie dont on vient de parler, qui est la santé mentale. Et je pense que c'est la partie qui est la plus importante dans celle qui est liée à la guerre, et c'est celle effectivement que relèvent les HUG. Au niveau de l'Hospice Général, pour nous, aujourd'hui, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on va intégrer les personnes qui vont rester. Parce que de facto, sur la masse des gens qui sont arrivés aujourd'hui, on sait déjà qu'un certain nombre ne rentreront pas chez eux. Notamment les personnes qui sont issues du Donbass, qui est quand même une région qui est pilonnée aujourd'hui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus de système scolaire, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc les gens nous disent, là, nous, on ne peut pas rentrer, c'est juste pas possible. Donc ces personnes-là, elles vont rester. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, eh bien, comment est-ce qu'on intègre cette grande quantité de personnes? Parce que même si on compare lors de la crise syrienne, on avait beaucoup moins de personnes qui sont arrivées et c'était déjà un challenge. Donc aujourd'hui, on doit gérer finalement la quantité, malgré tout, sur l'intégration par des cours de français, sur l'intégration par des activités d'une sorte ou d'une autre, mais qui permettent de créer ce lien social. On l'a vu dans l'exemple du jeune tout à l'heure, combien c'est important d'avoir un lien avec la population locale et pas seulement avec sa population d'origine. Et tout ça, c'est les défis qui nous attendent. On est aidé beaucoup par des bénévoles, donc des associations de bénévoles dans les communes, au niveau du canton, qui prennent en charge des familles ukrainiennes, que ce soit chez elles ou par le biais d'activités diverses. Ensuite, on a tout ce qu'on essaye de créer avec les communes. Les communes sont aussi des partenaires très importants dans l'intégration, je dirais, des personnes. Et puis ensuite, il y aura bien évidemment l'aspect professionnel des choses. Comment ces personnes vont pouvoir intégrer le marché du travail. Pour certains, c'est facile au vu de leurs compétences linguistiques et de leur parcours. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins, devant apprendre le français et tout ce qui s'ensuit. Bon, période de plein emploi, monsieur le conseiller d'État, c'est plutôt facile de leur trouver un emploi, non ? C'est pas évident parce qu'il y a la langue quand même qui est un frein important. Il y a aussi le fait que ces personnes sont souvent des personnes formées dans des professions pointues. On ne peut pas simplement leur dire faites n'importe quel travail, même si souvent ça vient d'eux en disant moi je suis prêt à faire n'importe quoi, mais simplement pour m'occuper, pour montrer mon utilité. Non, c'est un défi compliqué. Je pense que l'intégration, c'est pas simplement donner un logement et un travail, c'est faire en sorte que la personne s'intègre à un tissu social et pas seulement dans la communauté dont il est issu. Docteur Proman, dans quel état psychologique sont les personnes qui arrivent à Genève? Il y a différentes situations. Il y a des situations de migration où on fuit une sorte de misère économique, d'autres où on fuit des conflits, d'autres où on fuit encore un régime politique particulier. Dans quel état arrivent-ils? Alors je crois que peut-être qu'on va se focaliser sur les réfugiés qui qui fuient des situations soit de conflit, soit de persécution d'État, soit de conflits interethniques. Cela, ça dépend en partie de la durée des conflits. On voit que ceux qui ont eu des conflits de longue durée, où la société a été pas mal déstructurée, où le tissu social était plus aussi soutenant, ont des troubles plus importants.
Donc, ils sont vus en premier lieu par nos collègues de médecine de premier recours, donc du PSM, qui alors, nous adressent les gens après les avoir évalués dans un premier temps. Il y a une partie des gens se débrouillent, vont assez bien, ou en tout cas font avec, avaient des troubles et puis font avec. Il y en a qui sont en très mauvais état, soit parce qu'ils ont eu beaucoup de pertes, soit ils ont subi des violences chez eux sur le chemin. Donc ceux-là présentent des troubles qu'on trouve ici aussi, des dépressions. On en a beaucoup. On avait regardé ça dans les patients qu'on suit, font des dépressions. La pathologie, la maladie psychiatrique la plus fréquente, la plus spécifique, on pourrait dire, des personnes qui ont subi la guerre et les violences, c'est le trouble de stress post-traumatique, qui est un retour des souvenirs et des images de ce qu'on a vécu comme violence. Donc ça, c'est très spécifique, mais il n'y a pas que ça. Oui. Et comment justement on les traite? Est-ce que c'est facile de traiter ce type de patient? Alors, il y a aussi des gens, peut-être que je dois ajouter, qui ont des problèmes plus aigus, qui font des réactions, et puis qui, avec un peu de sécurité, un sentiment qu'ils ont leur place, vont mieux et peuvent facilement reprendre le cours de leur vie. Donc, comment on les traite? Il y a tout un travail et qu'on a développé maintenant au cours des années. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a développé vraiment une expertise avec cette population. C'est qu'on doit aller vers eux. Il y a vraiment toute une partie du travail qui est d'aller vers les réfugiés. Ça peut être pour différentes raisons, soit parce que la psychiatrie est très mal vue, les traitements de santé mentale sont mal vus, soit simplement on n'est pas connu. Donc, il y a tout un travail avec le programme Santé Migrants, avec l'hospice, qui est très important d'aller auprès des gens pour qu'ils nous connaissent et qu'ils sentent qu'ils peuvent nous faire un peu confiance. Donc, il y a tout un aspect comme ça. Et puis, une fois qu'on les connaît mieux, qu'ils nous connaissent mieux, on utilise des traitements qu'on utilise avec d'autres populations. On les soutient dans des entretiens. On les traite avec des médicaments. On fait des psychothérapies où vraiment là, on les voit très régulièrement. Et c'est centré autour du fait qu'ils puissent retrouver qui ils sont, soigner leurs blessures. Et puis, on fait aussi des interventions plus intensives, où on les voit plusieurs fois par semaine. Là, c'est sur des durées plus courtes, dans des moments plus aigus. Sophie Durieux, on imagine aussi, vous, au sein de vos équipes, de recevoir ces personnes qui ont des récits parfois extrêmement difficiles à entendre. Comment est-ce que vous gérez cette situation à l'interne ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est complexe à recevoir ces récits traumatiques et nous sommes souvent les premiers à les recevoir. Je dirais que du côté, que ce soit de l'équipe infirmière ou de l'équipe médicale, d'abord on a de la bouteille, on y va progressivement, on ne va pas non plus harceler les personnes pour chercher ce récit, mais parfois il vient d'une traite et c'est difficile à entendre. Et puis pour nous aider, nous avons des supervisions, en l'occurrence pour les médecins, une supervision mensuelle avec une psychiatre et ethnopsychiatre, qui est quelque chose d'extrêmement important. Puis je crois que ce qui est aussi très important, et comme le disait Monsieur Poggia, qui est spécifique, c'est qu'on travaille en équipe, comme le font nos collègues à Lausanne, mais comme ne le font pas des médecins internistes dans d'autres cantons qui reçoivent parfois ces récits en pleine figure et qui ne savent pas forcément qu'en faire. Donc je dirais qu'il y a de la formation, il y a de la supervision, et puis il y a un travail d'équipe, on peut en parler ensemble. On peut se passer les patients, on fait des suivis conjoints médico-infirmiers, donc je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et puis le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que ce qui est compliqué aussi dans ce trouble de stress post-traumatique, c'est que il est difficile pour ces patients d'atteindre une certaine tranquillité ici. Et ce stress post-traumatique, il peut être alimenté par le fait qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles qui arrivent du pays, qu'on attend la réponse à un permis qui ne vient pas assez vite, qu'on a des conditions d'accueil qui ne vous semblent pas correctes. Et je pense que c'est un ensemble qui alimente aussi ces troubles. Et ça, ce stress post-traumatique, il faut vraiment le soigner en le prenant par plusieurs bouts, si je peux dire comme ça. Et là, monsieur le conseiller d'État, il y a aussi des questions politiques, parce que les questions migratoires sont éminemment politiques. Elles surgissent souvent dans le débat. On a des personnes qui arrivent en Suisse, qui souffrent, et derrière, il y a des débats politiques sur le fait de les laisser entrer ou non. Oui. Est-ce que ça peut jouer aussi ?
Bien sûr, la politique se mêle de tout. Elle doit d'ailleurs se mêler de tout au sens large. On se souvient, j'étais à l'époque à la tête de l'action sociale en 2015-2016. La typologie des personnes qui arrivaient était différente. C'était des hommes jeunes, célibataires, qui arrivaient seuls. Il y avait tout le débat des abris. Fallait-il les mettre dans les abris? Oui, lesquels? Avec tout ce débat avec les communes qui avaient leurs propres abris. Aujourd'hui, on a des femmes avec enfants majoritairement qu'on ne pense pas mettre dans des abris. Je pense à juste titre. Puis aussi, il y a tout le débat des abris et des besoins que la population pourrait avoir de ces abris. On voit que la prise en charge est différente. Je pense qu'il n'y a pas deux situations comparables. Il faut sans cesse s'adapter au grand nombre des arrivants, mais aussi à chaque situation particulière. Et on voit bien que politiquement, on est plus sensible à accueillir certaines populations que d'autres. On peut le regretter, il faut le regretter, mais c'est un fait avec lequel il faut travailler, bien évidemment. Parlons des questions de torture de guerre, parce que nous avons recueilli le témoignage d'un spécialiste de la question, c'est le docteur Emmanuel Escar. Il est responsable de la consultation victimes de torture et de guerre au HUG. Nous recevons des personnes qui sont victimes de torture, de guerre et de persécutions. Il s'agit essentiellement de migrants qui ont vécu des sévices physiques, psychologiques, sexuels et économiques, soit dans leur pays, soit dans des pays limitrophes, ou le long de leur parcours de migration. Notre objectif, quand on les reçoit, c'est d'évaluer leurs besoins en matière de santé globale, de pouvoir établir des rapports vis-à-vis des faits qu'ils ont subis et toutes les conséquences sur leur santé. Nous allons organiser un programme de soins et de réhabilitation à court et moyen et long terme pour ces patients, pour qu'ils puissent aussi s'intégrer le plus rapidement possible localement. Donc il existe 5 consultations pour victimes de torture de guerre en Suisse, qui est coordonnée, pilotée et en partie financée par la Croix-Rouge suisse. Voilà, nous collaborons avec ces centres. En Suisse romande, il y a 2 centres. Donc il y a Appartenance Vaud et puis ce centre qui existe aux HUG depuis 2004. On a avec nous en plateau Ariane Merkelbach et Alain Colli qui ont tous les deux des expériences de délégués du CICR. Quand vous entendez voilà, ces questions de torture de guerre, hein, Ariane Merkelbach, vous étiez délégué dans quel pays au pluriel? J'étais déléguée dans différents pays, effectivement. J'étais en Colombie, j'étais au Tadjikistan, j'étais au Rwanda, j'étais dans le Cachemire indien, enfin voilà, pour ne citer que ceux-là. Vous avez connu des situations de vraie violence physique? Vous avez vu des choses horribles? Alors, je ne vais peut-être pas parler de ce que j'ai vu, mais j'ai été pendant longtemps déléguée détention, comme on disait, coordinatrice en matière de protection des détenus. C'est une activité qui consiste précisément à visiter les prisonniers, quel que soit le statut. Alors, on les appelle détenus de sécurité, détenus politiques, c'est selon, et qui sont très souvent victimes, effectivement, de mauvais traitements ou de torture. Et ces témoignages, on les reçoit, on les entend, on en prend note, et c'est ce qui va servir ensuite à faire des rapports pour l'amélioration des conditions et du traitement des prisonniers, respect du droit international humanitaire, etc., auprès des ministères. Donc oui, ça me parle. C'est effectivement ce qu'on a pu entendre. Et quand on sait d'où viennent certaines populations, on sait qu'il y a de très fortes chances, malheureusement, que la personne ait vécu des traumatismes sur son parcours. D'où l'importance de ce qui est mis en place ensuite au niveau des HUG et d'où l'importance aussi de l'accueil en termes d'hospice général qu'on leur réserve, à savoir qu'ils puissent enfin trouver un endroit où poser leurs valises. C'est vraiment le terme consacré, c'est de pouvoir se sentir dans un lieu en sécurité afin de pouvoir commencer sa reconstruction ou en tout cas reprendre pied si c'est nécessaire. Et vous, Alain Colli, c'était dans quel pays vous étiez actif? Oui, alors voilà, pour ajouter la liste d'Ariane, j'étais aussi en Afghanistan, j'étais aussi dans les Grands Lacs, Rwanda juste avant le génocide et juste après. Et puis au Kosovo, par exemple, où là,
typiquement et en lien avec notre discussion, ce qui était très important pour toutes les opérations humanitaires au Kosovo, il y avait évidemment tout ce qui s'était passé pendant la guerre, mais c'était aussi de réussir à s'assurer que finalement on reconstruisait une base pour pouvoir permettre aux personnes, aux réfugiés, notamment kosovars, il y en avait beaucoup en Suisse, de pouvoir retourner une fois dans leur pays. Et ça, c'est une partie extrêmement importante du travail, avec justement des structures psychiatriques qui doivent aussi être mises en place pour pouvoir accueillir les personnes qui auraient subi des gros troubles psychiatriques et puis qui devront être pris en charge ensuite lors du retour dans leur pays d'accueil. Dans leur pays d'origine. Cette expérience que vous avez acquise sur le terrain, est-ce qu'elle nourrit votre travail aujourd'hui à la tête des HUG ? Certainement, je pense au quotidien, parce que évidemment, on est dans l'identification des besoins, on est toujours dans un besoin de réactivité, et puis, je le redis, mais c'est important, d'équilibre entre les forces qu'on met pour s'assurer que l'intégration puisse se faire avec des programmes qui ne prétéritent aucun des besoins des populations que l'on suit. On parlait, docteur Froment, de poser ses valises. On parlait aussi de la problématique des permis de séjour. Est-ce que le fait d'être assuré d'avoir un permis de séjour, ça peut aussi avoir des impacts positifs sur la santé mentale, le fait de pouvoir se projeter sur le long terme ici? Alors, c'est vrai que c'est une des choses que les gens nous disent beaucoup. Ils nous disent, mais si je savais que je peux rester, alors je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça. Là, je ne peux même pas penser à demain ou dans quelques semaines parce que je ne sais pas ce que le pays, la Suisse va me dire, si je vais me renvoyer ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un facteur de stabilité très important. Alors, c'est un peu la base. Maintenant, on voit que chez ceux qui ont obtenu un permis plus sûr, une admission provisoire ou un permis B réfugié, donc ils peuvent vraiment rester à plus long terme, c'est là qu'on voit peut-être les gens les plus fragiles ou les gens qui ont été peut-être... qui ont eu le moins de chance au départ de leur vie, où ce n'est pas juste la guerre qui les a rendus malades. Et là, ces fragilités se montrent chez les gens chez qui c'est plus stable. On va écouter un dernier témoignage, c'est celui de la docteure Noémie Wagner. Elle est responsable de la consultation santé migrants pédiatrique au HUG. Alors, la consultation migrants pédiatrique, c'est vrai qu'on va représenter leur pédiatre traitant, on est leur médecin traitant. Donc, on va bien sûr faire des examens de dépistage, faire les vaccins, les prendre en charge aussi pour d'éventuels problèmes de santé. Mais on va aussi faire une prise en charge globale de l'enfant qui inclut aussi un suivi, par exemple un suivi du développement, qui va inclure aussi beaucoup de contacts avec les partenaires, par exemple l'école, les infirmiers scolaires. Donc, c'est vrai que c'est un suivi qui est global. Et puis après, si on regarde plus le côté de la migration, chacun de ces enfants vont finalement venir d'endroits très différents, de pays très différents. Ils vont avoir un parcours migratoire qui est singulier. Et puis, ça, on va aussi l'intégrer dans notre prise en charge en intégrant ce qu'ils ont vécu. Dans notre consultation, on va faire un dépistage de troubles psy, on va discuter des difficultés que l'enfant peut ressentir, parfois de symptômes ou de signes de stress post-traumatique, des difficultés de l'adaptation. Et puis, si on voit que ces enfants ont besoin d'un suivi spécialisé, on travaille étroitement avec des psychologues et une pédopsychiatre d'un groupe qui s'appelle MEM, qui travaille pour le service de pédopsychiatrie de l'hôpital des enfants. Et puis, on va pouvoir les référer. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a une expertise particulière sur la pédopsychiatrie et la migration, et puis qui peut voir rapidement nos enfants. Et puis, c'est vrai que c'est important, si on dépiste des problèmes ou on voit qu'il y a des difficultés, de pouvoir rapidement les référer. Alors, bien sûr, quand on prend en charge un enfant, on prend en charge en général une famille. D'abord, on suit pas un enfant, mais souvent toute la fratrie. Donc, on a déjà plusieurs enfants. Et puis, on va toujours les voir avec leurs parents. Et puis, on sait que la santé des parents, elle va avoir un impact sur les enfants. Donc, des parents qui ne vont pas bien, en général, les enfants ne vont pas très bien. Puis, quand les parents vont mieux, les enfants vont mieux. Donc, on travaille beaucoup avec l'équipe qui s'occupe des adultes, le programme Santé Migrants. On échange beaucoup, bien sûr, avec l'accord des patients sur les familles. Et puis, on va essayer d'avoir une prise en charge synchronisée et globale pour toute une famille. Question, Natacha Froment, est-ce que les enfants sont plus résilients que les adultes ? Alors,
Question difficile. L'état des enfants dépend beaucoup de l'état des adultes, comme disait la doctoresse Wagner. C'est-à-dire que la capacité des parents de filtrer un petit peu les événements qui se passent à l'extérieur, de ne pas transmettre. Et on sait que si les parents vont pas bien, ils vont transmettre facilement leurs états d'âme, ils vont transmettre facilement les événements qui se passent à l'extérieur, qui vont angoisser beaucoup les enfants. Mais je dirais que des enfants dans des contextes de guerre, avec une famille qui tient ou des possibilités de s'appuyer sur les parents, vont être plus résilients, je dirais, que les parents. Et vous, Sophie Durieux, vous le constatez? Alors, je pense que l'ensemble de nos patients sont des grands résilients et qu'il faut alimenter cette résilience. Maintenant, j'ai l'impression aussi que ce qui peut être compliqué dans des familles, c'est que les enfants vont, par le biais de l'école, vont s'intégrer plus rapidement, alors que pour un certain nombre de parents, et on pense pas tellement aux réfugiés d'Ukraine, mais plutôt aux autres réfugiés, l'intégration socio-professionnelle est beaucoup plus longue parce que les gens ont été moins scolarisés, on n'avait pas un travail qu'on peut retrouver facilement ici. Et je dirais que ça peut complexifier aussi la dynamique familiale, dans la mesure où l'enfant avance d'un côté, les parents beaucoup moins vite, l'enfant apprend le français, les parents l'apprennent beaucoup moins rapidement. Donc je pense que ça, c'est compliqué. Mais comme le disait ma collègue, je pense que ce qui est clé, c'est cette non-transmission du stress des parents aux enfants. Et on sait tous dans nos familles que c'est quelque chose de compliqué. J'entends quand les parents sont stressés, les enfants, on dit souvent, sont des éponges à sentiments. Il n'y a pas besoin de mots pour que ce stress soit transmis. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on essaye vraiment de travailler en lien entre nous, santé migrants pédiatriques, le CAPI Servette, la consultation pour victimes de torture et de guerre. Et je crois que c'est vraiment extrêmement important, ce côté de réseau autour d'une famille qui permet à cette famille de se sentir épaulée, pas seulement sur une partie, mais de manière plus globale. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde dédiée à l'accueil des réfugiés et des migrants sur le plan médical à Genève en cette journée mondiale des réfugiés. Merci Alain Colli, merci Mauro Poggia, merci beaucoup Natacha Proman, merci Sophie Durieux et merci Ariane Merkelbach. Excellente soirée sur Les Mains Bleues. À bientôt.